Vous retrouvez dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous emmener dans un monde aussi fascinant que naturel et nous allons parler de miel, d'abeilles et de tous les produits qui sont dérivés de ce nectar extraordinaire. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Badis Mazouni qui nous a fait le plaisir d'être là ce matin avec nous. Bonjour Monsieur Mazouni. Bonjour, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est gentil. En tout cas, on est très très heureux. Vous êtes un passionné et ce qui est bien avec nous, Monsieur Mazouni, c'est que vous réussissez à transmettre votre passion. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer donc de donner à notre téléspectateur, ce goût d'abord des bonnes choses, parce que gustativement, le miel on va dire, est excellent. Déjà, ça a un bon goût, mais en fait, pas que. Il y a tout un monde qui se cache derrière ce nectar, comme je le disais. Alors, Monsieur Mazouni, vous êtes de formation scientifique. Voilà, donc vous avez eu un bac maths, vous avez fait de la physique nucléaire, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc un monde complètement très loin donc, du monde de l'apiculture. Pas si loin que ça, puisque le monde des rayonnements, c'est l'infiniment petit. Avec les abeilles, c'est l'infiniment petit. Infiniment petit, voilà. Absolument. Elles ont la faculté, avec des toutes petites pattes et des tout petits outils, à nous faire des belles choses, des grandes choses. Des grandes choses, absolument. Comme les atomes. Donc racontez-nous un petit peu votre parcours de façon à ce que nos téléspectateurs sachent un petit peu votre cursus, comment vous êtes arrivé jusqu'à être apiculteur. Alors, oui, comment je suis arrivé après mon bac et mes études scientifiques, je suis parti en France. Et après quelques années, je voulais revenir pour faire quelque chose dans mon pays. Donc vous êtes rentré en Algérie en 2009. En 2009, tout à fait. Et lorsque je suis rentré, je suis un amateur de miel. Il me faut du miel à la maison. Et naïvement, j'ai acheté du miel au supermarché, parce que je n'avais pas d'autre source d'approvisionnement. Et un jour, par concours de circonstances, après un an, j'ai découvert vraiment par accident que le miel que je consommais n'était pas du vrai miel. Du véritable miel. Voilà. Et j'ai fait ma petite recherche et je m'étais rendu compte que le seul moyen d'être sûr de l'authenticité du miel que j'allais consommer pour ma famille et moi, c'était de le faire moi-même, et j'avais envie de le faire. J'étais toujours attiré par les abeilles et par ce qu'elles produisent, et j'ai commencé comme ça, je me suis jeté à l'eau sans formation, juste la formation scientifique de Bob Zwab, à qui je dois en fait toute cette structure, je dirais, scientifique sur l'approche des produits et de l'abeille, et voilà, donc j'ai commencé avec 5 ruches, 10 ruches. On perd beaucoup, lorsqu'on apprend sans formation, on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de temps, mais c'est le prix de l'apprentissage. C'est le prix de l'apprentissage. Donc vous avez commencé progressivement avec quelques ruches. Il faut dire que vous n'êtes pas loin d'Alger, donc vous êtes juste à Blemsous. C'est quand même extraordinaire, parce que quand on s'imagine quelqu'un qui a des ruches, on s'imagine qu'il est, on va dire, à l'intérieur des terres, très loin des villes et tout. Mais en fait, non, c'est une idée reçue qu'on a. Alors bon, c'est un peu particulier parce que j'ai la chance et le privilège d'avoir une surface où je peux élever mes abeilles. Mais c'est le cas de pas mal d'apiculteurs que je connais qui habitent sur leur lieu de travail, parce que c'est pour éviter le temps de transport pour s'occuper des abeilles. Ce temps de transfert, des fois, on le perd, et donc le fait de les avoir à proximité, on gagne beaucoup de temps, et ça permet de suivre leur développement, de les fortifier pour la préparation du printemps. Et bien sûr, on fait aussi de la transhumance, parce que... Justement, je voudrais qu'on parle de la transhumance. Ça se passe comment? Et c'est à quelle période de l'année que vous faites les transhumances? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'apiculteurs, on suit bien sûr le calendrier des floraisons. Et donc, juste la petite parenthèse, c'est que les fleurs ne sortent pas à la même période, et à un moment donné, on est obligé de transhumer, donc de transporter nos ruches sur des zones où il y a la fleur avec laquelle on veut vraiment récolter ce nectar, comme le jujubier ou le harmel ou l'oubeina ou d'autres fleurs des hauts plateaux. Et donc c'est un travail qui est très difficile, parce que c'est un travail physique où il faut donc fermer il faut empêcher les abeilles de sortir le soir. Donc on attend le coucher du soleil jusqu'à ce que toutes les abeilles rentrent. Il faut qu'elles rentrent. Ensuite on invertit les grilles, parce qu'en fait on a une grille d'entrée, et ensuite on leur laisse juste de quoi respirer. Ensuite, on ferme, en fait,
on vérifie qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas d'espace pour qu'elles puissent sortir, et on les transporte au milieu de la nuit. Donc, la nuit, et le transport dure 2 heures, 3 heures, le temps d'arriver jusqu'à l'endroit où vont être mis. Et bien sûr, cet endroit, bien sûr, il a été bien sûr préparé, il a été... D'abord, il a été choisi, préparé, il a été choisi, sécurisé aussi. Il a été choisi, sécurisé. Il y a toujours des gens qui sont sur place, qui nous aident, des sortes de bergers. Et ensuite, donc, on arrive sur place au milieu de la nuit. Et le transport est très stressant parce que les abeilles sont à l'arrière. Donc j'imagine déjà il faut avoir une conduite très calme pour ne pas les perturber. Et c'est jamais parfait. Donc il y a toujours des abeilles qui s'échappent et qui restent toujours collées. Donc il y a toujours, lorsqu'on va faire le plein, elles vont ensuite agresser, piquer le pompiste. Il y a toujours des anecdotes incroyables. Et ensuite on arrive au lieu. Et toujours au milieu de la nuit, on remet la tenue. On a des lampes particulières parce qu'on a des lampes qui nous permettent de voir les abeilles. Et elles ne nous voient pas. Donc c'est une lampe rouge. Okay. C'est très particulier. Et ensuite, on les libère et on repart. D'accord. Et on les laisse. Et on les laisse. On les laisse pas simplement. On les dépose simplement et on fait une visite une fois par semaine, le temps de la floraison de cette fleur. D'accord. Voilà. Donc, de façon à ce qu'elles puissent se nourrir, si par exemple le lieu là où elles ont l'habitude d'être manque de nourriture. Donc, une fois que cette transhumance est faite, il existe différents types de miel. Chaque miel a un bienfait particulier. Oui, bien sûr. Alors, il faut déjà comprendre la composition des miels. Oui. D'où, comment est fait le miel. Alors, le miel, bien sûr, c'est d'abord de l'eau de pluie. Il faut savoir que c'est un liquide qui est liquide. C'est un nectar qui est liquide, qui provient, donc qui est 100% d'eau lorsqu'il est extrait dans le tubercule, par le tubercule de la fleur, mais il vient d'abord de l'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie qui va donc descendre sur le sol, dans le sol, qui va s'imprégner de tous les sels minéraux, de toute la richesse du sol, et qui va ensuite remonter dans cette fleur. Oui. Ensuite, il y a la photosynthèse, donc qui va bien sûr ajouter beaucoup de bienfaits. Et ensuite, il y a l'enrichissement du pollen. Et ensuite, l'abeille va récolter ce nectar. Et donc, ce nectar, il est extrêmement riche parce qu'il est composé donc, de toute cette richesse naturelle, des sels minéraux et des bienfaits de la terre et du ciel. Et ensuite enrichi par les enzymes que l'abeille va injecter à ce miel pour en fait casser la molécule de parce qu'en fait c'est du saccharose. C'est du 100% d'eau, saccharose, et l'abeille avec quelques enzymes dont l'invertase va donc casser cette molécule de saccharose en glucose et en fructose, en 2 molécules. Il va y avoir encore un petit reliquat de saccharose qui va en fait donner la signature de la fleur. En faisant l'analyse pollinique, grâce au taux de saccharose, on va savoir quelle est l'origine un peu de la fleur, indépendamment de l'analyse pollinique. D'accord. Et donc c'est ça la richesse du miel. Et forcément, et bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, il y a donc un calendrier des floraisons, et on le connaît bien entendu, donc c'est toujours les agrumes, citronniers, qui fleurissent en premier. Voilà, pendant l'hiver, donc c'est ça qui, enfin non pas pendant l'hiver, un peu avant, au printemps plutôt, oui. En fait, mais bon, la deuxième floraison se fait quand même, je parle par exemple comme des citronniers ou des oranges amères. En fait, tous les agrumes ont quand même un cycle un peu plus récurrent que les autres fruitiers, les arbres fruitiers. Oui, donc il y a la collecte du nectar et il y a également la collecte du pollen pour la pollinisation. Et donc ensuite c'est les fleurs sauvages, ensuite en grande partie c'est les fleurs des hauts plateaux. Donc les fleurs des hauts plateaux, c'est le jujubier, c'est le harmel, c'est toutes les fleurs en fait qui font la richesse de la diversité des miels algériens, qui sont aujourd'hui de plus en plus connus. Et qui font que nos miels sont en fait des miels sauvages. Ils n'ont pas le label que les Européens ont comme label, les labels européens, mais vu l'environnement naturel dans lequel les miels sont extraits, et vu que ce n'est pas des cultures intensives et que c'est que des fleurs sauvages, c'est des miels. C'est la particularité de ce miel en fait. Et c'est justement, c'est des goûts très particuliers, qui sont exceptionnels par leur goût et également par leurs bienfaits. Parce que ensuite, c'est l'apport des bienfaits de la fleur qui va en fait avoir cet apport de phytothérapie indépendamment de l'apport des bienfaits du miel. Et c'est pour ça qu'on a une diversité. Nous, il y a une vingtaine de diversités de miel algérien. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et à côté du miel, donc, il y a aussi tous les produits de la ruche qui sont aussi une richesse extraordinaire.
Bien entendu, c'est justement c'est justement cette vulgarisation et cette connaissance que les gens doivent avoir de connaître les autres bienfaits des produits de la ruche. Le miel est un aspect, est un produit miraculeux, bien entendu, Absolument. parce que par sa structure moléculaire qui est unique, hein, sa concentration d'eau qui est très faible, qui fait qu'il n'y a aucun germe qui peut résister dans le miel, qui en fait une caractéristique capitale pour sa conservation. Et donc c'est un antiseptique, c'est un antihistaminique, le miel, par sa structure, est unique. Mais en termes de bienfaits, tous les miels vont avoir des bienfaits plus ou moins similaires, rajoutés. La différenciation va être dans le bienfait de la fleur et les différents pollens. Vous parliez tout à l'heure, on parlait des acides aminés, donc oui. que le miel renferme, plutôt le pollen renferme tout à fait. Alors, 28 acides aminés. Exactement. Donc le miel va être, je dirais, basique. Hein. C'est parce que beaucoup de gens me demandent, voilà, quel est le meilleur miel? Je leur dis, il n'y a pas de meilleur miel. Il n'y a pas de meilleur. Ils sont tous bons. Et tout le reste, c'est du marketing. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, voilà, un matraquage, ce miel, c'est le meilleur, il ne faut pas y croire. Parce que Dieu n'a D'abord, au niveau théologique, Dieu n'a pas dit c'est ce miel-là. Et au niveau scientifique, il y a une telle diversité mondiale des fleurs qui fait que tous les miels sont bons, tous les miels vont avoir des bienfaits. Différents les uns des autres. Différents et complémentaires. C'est pour ça qu'il faut en fait varier. Quand on consomme du miel, il faut aujourd'hui en prendre un, aujourd'hui, le lendemain un autre, justement pour bénéficier de tous les bienfaits. Et ne pas rester sur un... C'est comme si lorsqu'on mange des légumes, on ne va pas manger que de la carotte. Absolument, c'est vrai que c'est extraordinaire la carotte, mais on ne va pas rester dessus, c'est vrai. Voilà, si on veut et donc ça, c'est au niveau des miels, donc ils vont tous avoir des bienfaits antioxydants, etc. Et ensuite, le pollen, voilà, pour revenir au pollen, le pollen, c'est l'aliment le plus complet qui existe. En fait, il n'y a pas un aliment qui a autant de bienfaits d'une manière horizontale que le pollen. Il a par exemple, en fait, on l'appelle le steak de la viande, le steak de l'abeille, excusez-moi, et on l'appelle et c'est également, on l'a dénommé, on lui a donné le nom de super-aliment. Tellement ces bienfaits sont concentrés. Donc, quel est l'aliment qui a 24 acides aminés, dont 8 essentiels, que le corps doit synthétiser tous les jours? Il n'y en a aucun. 8 essentiels, sans compter les autres, hein, donc 24 moins 8. D'accord, on va faire le calcul. On passe d'abord juste le jingle, Monsieur Mazouni, et on revient. On continue, on reste toujours sur les acides aminés. À tout de suite. De retour dans l'instant matin, nous avons le plaisir de recevoir Mazouni et nous parlons du miel et de ses bienfaits de tous les produits de la ruche. Donc on s'est arrêté sur les acides aminés. On s'est arrêté sur les acides aminés. Donc on avait dit 24, dont 8 essentiels, 12 vitamines. C'est énorme. Il n'y a aucun légume qui a plus de 3-4 vitamines. Oui. Donc là, il y a 12 vitamines en un seul. C'est absolument inimaginable. Également un apport protéinique, entre 19 et 30% de protéines. C'est énorme, de la protéine. C'est comme si on avait un steak avec des acides aminés et des vitamines, alors que le steak ne contient que des protéines. Absolument, oui. Et sans compter qu'il a également 3000 mg de polyphénol, donc 10 fois plus de polyphénol. Donc il est également 10 fois plus antioxydant que les fruits et légumes. Les fruits et légumes, ils vont avoir une classification entre 300, en maximum 300 mg de polyphénol dans les fruits et légumes, alors que le pollen en a 3000. Ah, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est ce que j'essaie de répéter sans cesse. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Justement, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, Monsieur Mazouni. On va essayer d'expliquer ça à nos téléspectateurs. Qu'il ne faut absolument pas, par exemple, se fier, dire oui, c'est trop cher, ça reste relativement cher. Mais en fait, si on fait un petit calcul, Monsieur Mazouni, si par exemple on va acheter des compléments alimentaires, on verra que pratiquement un petit flacon de compléments alimentaires a pratiquement le même prix ou peut-être beaucoup plus élevé que par exemple du pollen. Bien sûr, du pollen frais. Et le pollen frais, l'avantage, c'est que vous avez la certitude que vous avez ces acides aminés, ces vitamines et son activité antioxydante et ses protéines. Et il y a surtout une concordance des études scientifiques sur tous les pollens qui sont collectés dans le monde. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la concentration, sur la présence des principes actifs. Vous l'avez dans tous les pollens. Où que vous l'achetez, s'il est frais, ils sont présents. C'est ça qui est incroyable. C'est que les abeilles, en tant que collecteuses, vont prendre les pollens des différentes fleurs, les collecter
en fait, les prendre pour elles, et nous, hop, on va leur prendre et les consommer. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de... surtout, c'est que vous êtes sûr qu'il y a ces principes. Absolument, donc il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de, comme vous dites, de produits d'emballage, comme par exemple tous ces compléments alimentaires qu'on nous vante, et on se dit, allez, super, avec une petite gélule, j'ai tout pris, mais en fait, on ne sait pas réellement ce que ça contient. Est-ce que ça nous suffit, ça ne nous suffit pas? Alors que là, comme par exemple, on parle du pollen, c'est pratiquement un produit miracle pour... On l'appelle super aliment, oui. Parce qu'il n'y a pas d'aliment qui est aussi complet. Pourquoi l'abeille ne se fatigue? Alors, le meilleur exemple, c'est l'abeille. Oui. L'abeille ne se fatigue jamais. L'abeille travaille du matin au soir. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle travaille première lueur du jour jusqu'à la dernière lueur du soir. Donc, elle travaille 80% de sa vie dans la ruche. Les 20% les restants de sa vie, elle va travailler à l'extérieur de la ruche. Mais quelle que soit son activité, elle travaille tout le temps. Elle n'a pas de pause déjeuner, elle n'a pas de jingle. Pas comme nous. De temps en temps, on a des petits coups de... où on est un peu fatigué, des pics de... Oui, voilà. Et l'abeille ne se fatigue jamais. Pourquoi? Parce qu'elle consomme du pollen. Voilà. Donc, on revient toujours à l'alimentation aussi. Tout à l'heure, c'est ce qu'on parlait de ça, on a dit que l'alimentation est primordiale. Bon, prendre par exemple des compléments, comme par exemple tous ces produits de la ruche, bien entendu, avec aussi une bonne alimentation qui est importante. Bien sûr, ça c'est indispensable. C'est-à-dire que si on consomme ces produits-là, on est forcément sensible à l'alimentation au quotidien. Et l'alimentation au quotidien, elle doit être au maximum végétale et anti-inflammatoire. Parce qu'aujourd'hui, le problème de notre société, c'est l'alimentation inflammatoire. Nos concitoyens consomment malheureusement beaucoup trop de produits transformés, d'alimentation qu'on trouve en fast-food, qui n'est pas, on doit en consommer, mais pas au quotidien. Et aujourd'hui, beaucoup de maladies viennent de cette mauvaise alimentation. 90% des maladies viennent de cette alimentation. Et revenir, alors il faut revenir bien entendu, c'est un accompagnement. Lorsque les gens viennent me consulter, je leur dis oui. Justement, vous faites souvent comme ça, donc comme je l'ai dit, vos ruches sont du côté de Mdemsou, c'est un endroit où vous recevez aussi des gens, donc il y a des journées pédagogiques où les gens peuvent venir voir un petit peu tout le travail, comment ça se fait, tout le processus. Oui, on reçoit beaucoup d'écoles parce qu'on a une ruche pédagogique, on reçoit, on explique. On est là pour expliquer, on est là pour vulgariser, pour vraiment décrire et essayer d'apporter des mots simples à des produits qui sont un peu complexes, mais pas aussi complexes que ça. Lorsqu'on les étudie, on voit qu'en fait, c'est des compositions qui sont extrêmement nutritives et uniques. Donc on est là, si vous voulez, à apporter un message, je dirais, éducatif et proactif pour que les gens puissent, pour qu'il y ait une prise de conscience. Parce que la sensibilisation. La sensibilisation, donc on reçoit beaucoup d'écoles, parce qu'on a une ruche pédagogique, on voit les ruches, donc c'est assez agréable. Et surtout l'apport de l'abeille. L'abeille aujourd'hui, on doit prendre conscience que l'abeille, grâce à l'abeille, on mange aujourd'hui nos fruits et légumes. Absolument. C'est elle qui a fait, il y a 80 millions d'années, la sélection des fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui. Elle a choisi les meilleurs, elle choisit toujours la meilleure sélection des fleurs et des miels et des nectars pour nous l'apporter sur un plat, pas sur un plateau parce qu'on fait tout le travail. Hein. Oui, on va lui voler. Aller chercher. Voilà. Et en même temps, elle protège bien son bien. Monsieur Mazouni, je voudrais qu'on parle aussi donc, de la propolis, c'est ça? Alors la propolis, alors quand je vous ai dit alors la propolis, tout à fait. Allez-y. Alors l'abeille donc ne se fatigue jamais grâce au pollen. Voilà. Oui, grâce au mais pollen. elle tombe jamais malade aussi. D'accord. Pourquoi elle tombe jamais malade? Parce que dès l'origine, Dieu lui a donné des instructions très précises dans son ADN, donc collecter le pollen, etc., la pollinisation, et elle doit également, elle va récupérer la résine sur les arbres et la mélanger avec de la cire pour en fait colmater toutes les imperfections de la ruche. Et c'est cette résine qui est en fait un puissant antioxydant et c'est comme un antibiotique, comme un bouclier. L'abeille ne va pas avoir une immunité individuelle comme vous et moi. Elle va avoir une immunité collective qui va en fait due à cette propolis qui va être tamisée sur toute la ruche. Et donc c'est ce qui permet à l'abeille de ne jamais tomber malade. Et surtout, on a découvert que la ruche est plus aseptisée qu'un bloc opératoire parce qu'il y a beaucoup d'eau grâce au nectar que l'abeille va mettre dans chaque alvéole, donc il y a beaucoup d'humidité et il y a également beaucoup de chaleur parce qu'en fait la ruche est toujours à 37 degrés. Donc un environnement où il y a beaucoup d'eau et une température élevée, il y a forcément prolifération de germes. Et on a découvert qu'en fait il n'y avait aucun germe qui arrivait à survivre parce que l'activité antioxydante qui est due aux polyphénols qui sont présents dans la propolis font que tout est inhibé.
C'est ça le miracle. Hein. Extraordinaire. Et on a découvert que la concentration des polyphénols qu'il y a dans la propolis est 100 fois plus importante qu'il y a dans les fruits et légumes. Ah, c'est énorme. C'est phénoménal. C'est énorme. 100 fois, c'est énorme. Il n'y a pas un produit qui est aussi puissant en termes d'activité antioxydante que la propolis. Et c'est pour ça qu'elle est choisie. Alors ça, c'est qu'une activité. Donc elle est anti-inflammatoire, anti-infectieuse, antivirale, antifongique, anesthésiante. Les applications de la propolis sont absolument extraordinaires. Et chaque famille devrait avoir un peu de propolis. Un petit peu de propolis. Parce que c'est une pharmacie. Rien que la propolis, c'est une pharmacie à avoir à la maison. Et alors, les abcès, les herpès, les aftes, c'est absolument incroyable. Hein. Et les Japonais ont été les premiers, il y a une cinquantaine d'années, à étudier la propolis et à faire beaucoup de publications dessus. Et on a découvert qu'il y avait une molécule qui s'appelait le CAPI, qui est dans la centaine de molécules antioxydants des polyphénols. Et les CAPI vont en fait inhiber les cellules cancéreuses qui ne pourront plus se déplacer pour trouver des protéines pour se nourrir. Et donc elles vont déclencher l'apoptose de cette cellule cancéreuse. Et c'est en fait une chimiothérapie ciblée. Très bien, c'est extraordinaire. Indépendamment du fait qu'elle va monter elle va monter l'immunité de la personne. Et c'est également un régulateur immunitaire, vous vous rendez compte. Donc les Japonais, ça fait 50 ans qu'ils l'utilisent dans le traitement anticancéreux, mais la propolis est également la seule matière qui permet, en l'ingérant, d'augmenter son immunité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, c'est que vous n'avez pas d'immunité. Absolument, et plus c'est quelque chose de récurrent qui revient très souvent. On a aujourd'hui, tous une immunité parce que l'immunité très basse. s'acquiert par les polyphénols. Les polyphénols qui sont dans les fruits et légumes. Et vu que les gens mangent moins de fruits et légumes, forcément ils tombent malades. Et aujourd'hui, vous allez chez le pharmacien, vous allez dire j'ai pas d'immunité, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament avec immunité 500, 1000, d'accord, ça n'existe pas. Pas. Le seul moyen d'avoir une immunité, c'est de manger des fruits et légumes. Et c'est la défiance qu'ont aujourd'hui les jeunes. Les gens, ils mangent de moins en moins de fruits et légumes. Et c'est la seule manière d'augmenter son immunité. Avec la propolis dans des conditions très particulières. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut toujours aller vers des professionnels, vers des gens qui font eux-mêmes. Donc, de préférence, quand on va acheter son miel ou acheter tous les produits de la ruche, aller vers des professionnels, aller à la source. Donc, se déplacer vers le déplacement. Voilà, pour avoir. C'est très important. Oui, pour avoir la qualité. Parce qu'il y a beaucoup d'adultération, il y a beaucoup de voilà. Absolument. De toute façon, des études ont été faites que c'est parmi les produits les plus contrefaits au monde. Hein. Il y a eu des études dans le monde entier. Le miel et l'huile d'olive, ce sont les deux où il y a énormément, on va dire, de contrefaçons et de malfaçons sur ces produits. Parce que derrière, il y a l'appât du gain. Et la propolis, 90% de la propolis mondiale est fausse. Parce qu'une ruche ne peut produire que 200-300 grammes. Une ruche ne peut produire que 200 grammes. Autant le miel, on peut en produire 10 kilos, 12 kilos, il y a de nombreuses années beaucoup plus. Donc c'est facile à produire du miel. Pas facile, mais c'est quantifiable. Oui. Alors que la propolis, c'est une matière résineuse, c'est beaucoup plus difficile, et à peine 200-300 grammes par ruche. Donc on peut pas la trouver chez la HEB. Voilà, c'est la propolis qui est chez la HEB, c'est pas de la propolis. Elle est très difficilement... et la quantité, par exemple, si on veut un petit peu aller booster un petit peu son immunité, on prendrait quoi, une petite quantité? Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de maximum. Et il y a même des études scientifiques qui ont été publiées sur le surdosage de propolis. Et il n'y a pas de surdosage. Il n'y a pas de surdosage. Alors pour vulgariser, pour rendre ludique, je dis est-ce que quelqu'un est mort d'overdose de carottes ou de céleri? Non, on n'en connaît pas. C'est pour la propolis. Justement, vous faites aussi donc des produits. Oui. Allez-y. Et c'est antihistaminique. Très antihistaminique, important. Ouais. Très très important. Et il ne faut pas également confondre avec en disant voilà le pollen. Moi j'ai une amie qui est allergique au pollen et est-ce qu'elle peut consommer du pollen? C'est deux choses séparées. Le pollen aménophile qui donne de l'allergie, ce n'est pas le pollen que l'on consomme. D'accord, c'est complètement différent. Okay. Complètement différent. Super. Voilà, c'est juste une petite parenthèse sur le pollen, là, parce que c'est une question récurrente. D'accord, qui revient souvent. Qui revient très souvent. Bien. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et la propolis est antihistaminique. Antihistaminique. Même le miel, d'une manière générale, est antihistaminique, hein, puisqu'il il a ses polyphénols dans le miel. Mais en termes de puissance, la propolis va avoir beaucoup plus de puissance en termes d'activité antihistaminique que le pollen, que le miel. Que le miel. Voilà. Donc ça, c'est en interne, donc tout ce qui est miel et tout, ça va, on va dire, fortifier notre corps de l'intérieur. Vous faites aussi des produits de beauté, que ce soit des savons, des crèmes, à base de... Oui, alors je reviens toujours à l'activité antioxydante. Parce qu'aujourd'hui,
les maladies proviennent du stress oxydatif, toutes les maladies. Et le stress oxydatif, la seule manière de lutter contre le stress oxydatif, c'est par l'activité antioxydante. Parce qu'en fait, les polyphénols, ils ont une molécule qui s'appelle, les polyphénols vont en fait inhiber l'émanation des radicaux libres qui sont dus au stress oxydatif. C'est pour ça que plus vous mangez sainement et plus vous mangez des polyphénols qui sont dans les légumes, vous allez en fait éradiquer les radicaux libres qui sont dus à l'oxydation. Et donc, c'est très important de... Un dernier mot sur ça. Allez-y. Donc, votre idée, s'il vous plaît, là-dedans. Alors, l'idée, c'est que les gens négligent ce qui se met sur la peau, ce qui se met sur les cheveux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous mettez quelque chose sur votre peau, sur vos cheveux, et 30 minutes après, c'est dans votre flux sanguin. Très bien. Si ça va rentrer dans votre flux sanguin, vous avez créé également de l'activité antioxydante. D'accord. Donc en interne et en externe. En interne et en externe. Et en fait, il faut prendre conscience toujours de l'activité antioxydante. Donc on fait bien sûr, toujours dans la même perspective d'activité antioxydante et de bienfaits, on fait des savons, on fait des crèmes antioxydantes en fait qui sont faites à base de produits de la ruche. Pour nourrir sa peau, parce que sa peau se nourrit. On soigne sa peau. Et quand on soigne sa peau, on crée une activité antioxydante et on soigne également, on nourrit sa peau. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mazouni. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On aurait pu encore parler pendant des heures. Absolument. En tout cas, merci encore d'avoir été là. Merci de nous avoir donné toutes ces informations précieuses. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié cette thématique. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis, restez bien entendu toujours sur les programmes de Canal Algérie.